Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. On est à quelques heures du débat extrêmement attendu entre les deux candidats dans la course à la Maison-Blanche aux États-Unis, Kamala Harris et Donald Trump. Ça aura lieu donc sur les ondes d'ABC mardi, le 10 septembre. Loïc Tassé, spécialiste en politique internationale. Salut Loïc. Hey, salut, as-tu hâte? Moi, le popcorn est déjà prêt. Sincèrement, j'ai hâte de voir. Puis, de part et d'autre, se sont préparés de manière très différente. Mme Harris était réunie avec ses conseillers. Donald Trump, pendant ce temps-là, fanfaronnait. Puis, il a fait une déclaration. Il a fait une gaffe! Il a fait une nouvelle gaffe terrible. Une autre déclaration? Il vient de dire... écoute, en fait, c'est samedi dernier qu'il l'a fait en première. Ouais. Ensuite, il a réécrit sur X. Il a dit, écoutez... Moi, c'est simple, hein? Quand je gagnerai les élections, parce qu'il est sûr de gagner évidemment en novembre, parfait, je vais faire emprisonner tous les gens qui ont triché aux élections de 2020, c'est-à-dire tous les employés d'élection, tous les juges, tous les donateurs, tous les politiciens, tous les gens qui ont dit que j'avais perdu. Il a perdu par 7 millions de voix. Il y a 80 juges qui ont dit ça. Tout le monde le dit, tout le monde le sait, sauf lui. Et là, il vient de menacer, comme un bon petit dictateur, tous ces gens de se faire jeter en prison. C'est extraordinaire quand même, ce qu'il fait là. Il se cache même plus de ses intentions dictatoriales. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans la population américaine, ça passe. T'aurais dit ça il y a 10 ans, les gens auraient hurlé, il y aurait eu des manifestations devant chez Trump. Plus maintenant. On est tellement habitué à toutes ces exagérations de Trump, ces outrances, que ça passe. Mais moi, je veux revenir quand même au sondage, parce que, tu sais, les gens sont assez enthousiastes pour Mme Harris, et moi-même, tu sais bien que je suis pas trumpiste du tout, je suis plutôt en faveur de Mme Harris, je regarde les résultats, je suis content pour elle. C'est vrai qu'elle devance Trump à peu près partout, y compris dans les États clés. Mais il y a un truc qu'on dit pas aux gens, c'est que, à la même époque, le 9 septembre, en 2016 et en 2020, Madame Clinton et Joe Biden étaient en avance, beaucoup plus en avance que Kamala Harris. Kamala Harris a plusieurs points derrière les deux. Alors, elle est beaucoup de points derrière Joe Biden au niveau national et dans les États clés qui comptent. Puis elle est aussi derrière Clinton, qui a perdu les élections à cause des grands électeurs, mais qui avait remporté quand même la majorité des voix. Elle est derrière elle aussi. Alors ça, faites attention. Faut faire très attention à ça. C'est vrai, Mme Harris est parvenue à renverser la tendance, et c'est très fort de sa part de l'avoir fait, mais elle a juste fait la moitié du chemin. Elle n'a pas encore réussi à gagner suffisamment de votes un peu partout. On sait que les sondages sont des sondages qui sont moins fiables qu'avant, et donc l'avance de Mme Harris est à l'intérieur de la marge d'erreur, et surtout, c'est derrière la performance de Joe Biden et de Mme Clinton à la même époque. Donc, faut faire très, très attention à ça. Moi, je m'attends à ce qu'au débat, elle performe. Il faut qu'elle performe. Il faut qu'elle fasse quelque chose de très bien. Non, si elle performe, ouais, c'est ça. Si elle performe... Oui. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que oui, dans certains sondages, dans des États clés, mais le dernier sondage, tu l'as certainement vu, du New York Times et du CNN College, Trump, 48%, Harris, 47%. Alors moi, aujourd'hui, je donne pas Trump pour battu. Loin de là. Loin de là. Non. Il y a toujours une base. Hein, il y a toujours à peu près 45% des Américains là, qui restent fidèles derrière lui. Et Trump le sait très bien. Souviens-toi d'une déclaration qu'il avait faite. Dis-moi, je pourrais ouvrir le feu sur quelqu'un là, en plein New York, puis les gens m'aimeraient quand même. Je le paraphrase là. Oui. Non, il avait dit ça, je pourrais tirer quelqu'un sur la 5e avenue, voilà. Puis les gens m'aimeraient encore. Oui, il y a 45% des Américains qui l'aimeraient encore. Et bon, il y a à peu près 10-15% des Américains qui savent pas trop. C'est eux que le débat va aller chercher, c'est eux que Kamala Harris doit aller chercher. C'est pas gagné. Moi, je la vois très bien dans le débat accuser Trump d'être un criminel, de tenir des propos de criminel et de taper beaucoup sur ce clou de la criminalité. Mais tu sais, Trump est vraiment très bon à la télé. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu sais, il pourrait quitter l'écran. Imagine, par exemple, que Mme Harris soit en train de parler, puis là, tu sais, t'as les deux, un à côté de l'autre, puis là,
Donald Trump sort de l'écran, il s'en va. Il sort à l'extérieur de la caméra. Puis personne ne va écouter ce que va dire Mme Harris, par exemple, s'il fait ça. Tu te souviens comme il avait été derrière Mme Clinton? Ben oui, Mme Clinton, comme son ombre. Elle le savait pas, puis tu sais, ça lui avait fait perdre ça de la crédibilité. Alors, que va-t-il faire? Je ne sais pas. Je suis certain qu'il a prévu un certain nombre de choses. Peut-être qu'il est très sûr de lui-même, Donald Trump, probablement trop sûr de lui-même. Puis pour revenir à ce qu'on disait au départ, ça se voit dans la... Tu crois pas, toi? Je sais pas. Un homme si humble. Oh, c'est d'une humilité extraordinaire. Je sais pas où tu as trouvé ta définition d'humilité, par exemple. Je pense qu'on devrait discuter un peu de la définition tous les deux. Oui. Ça va pas très bien pour les Ukrainiens en Ukraine, là. Non, ça va pas bien. Puis, écoute, ça va moins mal que ça allait. Mais tu sais, ces dernières semaines, les Russes ont conquis une centaine de kilomètres sur les terres ukrainiennes. OK, ça a ralenti, hein. Ils en avaient conquis 60 il y a 3 semaines. C'est tombé à 30. Puis là, ils en ont conquis 10. Alors, les Ukrainiens disent, vous voyez bien, notre stratégie d'attaquer la Russie a fonctionné. On a des territoires russes, on les occupe. OK, c'est vrai. Ça a eu un certain succès d'estime. C'est bien. Mais il y a plein de reportages qui arrivent du front qui disent l'armée ukrainienne est démoralisée quand même. Elle est surtout exténuée, elle est fatiguée parce qu'il y a très peu de rotation et les troupes se font bombarder plus que jamais. L'armée ukrainienne a moins de munitions que l'armée russe, qui reçoit des munitions de la Corée du Nord, qui reçoit des munitions de l'Iran, qui reçoit probablement des munitions de la Chine. Et donc, les bombardements russes ces dernières semaines ont redoublé sur toute l'Ukraine avec une intensité qu'on n'avait pas vue depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc, c'est assez décourageant, d'autant plus que l'hiver arrive, que les infrastructures énergétiques ont été décimées, et même l'ONU s'en inquiète en disant, écoutez, ça va être un hiver très dur pour les Ukrainiens. Ils n'ont pas vraiment de centrales de production d'énergie. Les lignes sont détruites, les postes de relais sont détruits aussi. Donc, ça va aller mal. Puis, comme des malheurs arrivent jamais seuls, on a appris aussi, c'est nié par l'Iran, mais on a appris que l'Iran aurait livré 200 missiles balistiques à l'Ukraine. On sait qu'il y en a 2 qui sont tombés sur l'Ukraine. Les missiles balistiques, c'est très difficile à arrêter. Les missiles balistiques courte portée qui vont très haut dans l'espace, à 200 km, et qui redescendent très rapidement sur Terre. 200. Alors, tu sais, ça va être un hiver très dur pour les Ukrainiens. Heureusement, il y a toujours un soutien. Par exemple, Zelensky était en Italie, il a été reçu par Giorgia Meloni à bras ouverts. Et Meloni qui a dit, écoutez, il faut qu'on gagne en Ukraine, il faut que les Ukrainiens gagnent parce que sinon, ça va être le chaos après. Et je pense que malheureusement, elle a raison là-dessus. Un succès pour le sommet Chine-Afrique? Oui, un grand succès. Il y a 54 pays africains, 50 d'entre eux étaient à Pékin la semaine dernière, ça s'est terminé vendredi, samedi, et c'est un grand succès parce que la Chine a promis 75 milliards de dollars d'investissement aux pays africains qui sont très très heureux de tout ça. D'ailleurs, j'en parle dans le journal ce matin. Ils leur ont promis de les aider pour avoir plus d'importance à l'ONU, comprendre là-dedans, avoir plus d'argent de l'ONU, et donc les pays africains vivent une espèce d'histoire d'amour avec la Chine qui a commencé il y a bien longtemps, on s'entend, mais ça s'accélère. Et il y a plein de projets d'investissement de la part des Chinois en Afrique dans des domaines très importants, comme le 5G, par exemple. Et tu sais, quand on installe, par exemple, des télécommunications chinoises 5G, on est un peu prisonnier de ça pour les décennies qui restent, parce que la technologie est d'origine chinoise et on peut pas greffer à ça d'autres technologies qui viennent d'ailleurs. C'est les Chinois qui sont là pour des décennies dans ce genre de technologie, quand on adopte, par exemple, la technologie chinoise. Même chose si on adopte une technologie américaine ou une technologie allemande. Mais bref, ils sont là. Même chose pour les automobiles électriques. Il y a des surplus de fabrication en Chine. La Chine voit dans l'Afrique un grand marché. C'est quand même 1,4 milliard de personnes, l'Afrique. Et effectivement, c'est un marché qui est délaissé, mais que les Chinois convoitent avec beaucoup d'appétit parce que, en plus, il y a un problème en ce moment en Asie, c'est que il y a plein de firmes étrangères qui sortent de Chine, qui délocalisent leurs industries au Vietnam, au Cambodge, au Laos, aux Philippines, parce que ça coûte moins cher que fabriquer en Chine, parce que c'est moins risqué politiquement, pensent-elles, ces firmes. Et
il commence à avoir beaucoup de compétition. Alors que font les Chinois? Ils vont dans un autre marché où la main-d'œuvre est encore très très bon marché et probablement pour plus longtemps qu'en Asie, c'est l'Afrique. Et donc, c'est ça qu'ils font aussi en s'installant en Afrique. C'est très, très astucieux de leur part. Ce qui est malheureux pour nous, c'est que ça s'accompagne aussi d'une rhétorique très anti-occidentale, alors que quand même, je comprends qu'il y a eu le temps de décolonier et tout ça, mais ça fait plus de 60 ans que c'est fini tout ça. Il y a eu beaucoup d'aide à l'Afrique. Et les dictateurs africains, ils sont très heureux d'avoir cette rhétorique anti-occidentale qui est souvent antidémocratique, parce que les dictateurs, c'est pas des démocraties, ils sont pas à la tête de démocratie, et donc ils sont très heureux d'avoir un grand partenaire qui leur dit pas, contrairement aux pays démocratiques, démocratisez-vous, démocratisez-vous. Donc la Chine a de beaux jours devant elle en Afrique. Ouais, je pense que oui. Hein? Merci beaucoup, Loïc. Ouais. Allez, c'est un plaisir.